Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode de projet de restauration. Nous parlerons aujourd'hui des tokens JWT pour apprendre à mieux sécuriser vos web services. Mais déjà, j'aimerais vous présenter nos nouveaux services cloud de Gamesmania, notamment notre service d'hébergement de fichiers qui vous permet d'avoir une bibliothèque, un SDK dans vos projets WinDev et dans n'importe quel autre langage pour pouvoir héberger des fichiers en ligne allant de 100 gigas, 1 Tera ou 1 petabyte ou beaucoup plus. À vous de voir. C'est très moins cher et les coûts sont. Vous n'avez pas de coûts sur les téléchargements et les téléversements, c'est-à-dire vous n'avez pas de coût de bande passante. Je vous invite aussi à voir notre second service, Gamesmania Chef SQL, qui vous permet d'héberger vos web services, vos sites AWP et autres. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment héberger notre web service, notamment avec Gamesmania Chef SQL par exemple. Pour cette vidéo, nous avons dû créer une librairie de token JWT parce que il n'existe pas une librairie actuellement WinDev de token JWT. Je crois qu'il y a une fonction, il y a des fonctions pour ça dans les nouvelles versions 27, mais j'en suis pas sûr, mais je pense que oui. Et avant les versions 27, vous n'avez pas ça. Cette librairie, nous l'avons notamment hébergée via notre service Gamesmania Files et nous vous laisserons le lien en description de la vidéo. Ainsi, vous pourrez voir que le service est totalement fonctionnel et vous pouvez héberger n'importe quel type de fichier avec. Donc, je vais expliquer rapidement un peu ce que c'est que les tokens JWT avant qu'on entre dans le vif du sujet. Les tokens JWT sont des tokens JSON. En gros, JWT c'est pour dire JSON Web Token. Avant, on utilisait beaucoup plus les clés API. Les clés API, c'est bon quand vous voulez communiquer entre microservices, c'est-à-dire par exemple de serveur à serveur. Mais quand vous impliquez les communications de serveur à client ou client à client, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser une clé API parce que si il y a un agent malicieux sur le poste de vos clients et que la clé API fuite, alors vous faites fuiter les données de tous les autres utilisateurs, littéralement tous les autres utilisateurs, et votre service est totalement à découvert. Votre web service est totalement à découvert. Les tokens JWT, à l'instar des clés API, vous permettent en fait de créer des contextes de clés API pour mieux m'exprimer. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas qu'une clé API générale, c'est-à-dire qui est utilisée pour n'importe quel utilisateur. Vous avez une clé API par utilisateur si vous voulez. À vous de définir votre logique, mais généralement c'est ce qui se fait. Vous avez une clé API par utilisateur dynamique qui change en fonction de l'utilisateur et qui change aussi en fonction du temps et de d'autres paramètres avant de la définir. Ce n'est pas une clé API statique. Ce qui est beaucoup mieux en termes de sécurité parce que cela implique que lorsque votre clé API est divulguée au niveau d'un client par exemple, vous pouvez facilement, ça ne sert à rien en fait parce que cette clé API aura expiré et aura changé dynamiquement. Ces clés API sont appelées en fait des tokens parce que c'est pas quelque chose de statique, de fixe. Donc, pour entrer un peu dans les côtés techniques de la chose, les JWT tokens, je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne. C'est en fait, vous avez une chaîne de caractères découpée en 3 portions. La première portion, c'est ce qu'on appelle le header, l'entête. La seconde portion, c'est l'algorithme. Non, pardon. La seconde portion, c'est le payload. Le payload, c'est les données en fait que vous voulez stocker. La troisième portion, c'est la signature numérique afin de vérifier l'authenticité de votre token. Donc, toutes ces 3 parties consistent votre token JWT. Donc la première partie, souvent ça se définit ainsi, c'est-à-dire que vous avez l'algorithme
Vous avez plusieurs algorithmes ici. Nous, on couvrira que les trois les plus courants, le HS 256, 304, 24 et 512. Vous avez le type JWT. Vous avez aussi le type JWE, mais vraiment, c'est pas important dans le cadre de notre apprentissage. Vous avez le payload. Le payload, vous avez des attributs par défaut qu'on appelle registered claims et vous avez la possibilité d'ajouter d'autres attributs. Mais vraiment, dans le cadre de notre apprentissage, on va commencer avec les registered claims qui sont largement suffisants. Puis la signature, en fait, vous faites un HMAC SHA-256, vous encodez en base 64 URL l'entête, puis le corps, les données que vous combinez avec un point et vous utilisez votre clé sur 256 pour encoder le tout. Et vous avez la signature, cette troisième portion. Puis vous faites une somme de ça, puis du résultat de ceci. C'est tout. En gros, c'est ça un token JWT. J'espère que je n'ai pas été trop long. Sur ce, on va partir sur WebDev pour voir comment sécuriser notre web service. Donc, ce que vous allez commencer par faire, c'est que vous allez télécharger la collection de procédures JWT. Donc, je vais la télécharger. Je vais vous laisser le lien en description, mais en gros, voilà, vous aurez certainement quelque chose comme ça parce que c'est un fichier test. Donc, le navigateur va directement vous l'ouvrir. Je l'ai sauvegardé sous forme de fichier test et non binaire pour que ceux qui ont une version inférieure à la V5 puissent quand même prendre le code et réimplémenter eux-mêmes le code en 24, 23. Normalement, le code devrait marcher jusqu'en 23 ou 22. Je ne sais pas trop. Donc, vous pouvez faire sauvegarder. Vous faites il devrait y avoir sauvegarder la page. Ou vous faites CTRL-S. Voilà, vous faites simplement CTRL-S. Puis vous sauvegardez le tout et vous enlevez .text. Là. Voilà. Puis vous aurez ça dans vos téléchargements ici. Maintenant, quand vous ouvrez, vous pouvez l'ouvrir dans un éditeur de test. Moi, j'utilise VS Code. Vous pouvez, normalement, je crois que pour importer dans d'autres versions, il suffit de changer le code de version ici. Simplement, et ça devrait marcher. Sinon, je pense que comme c'est un fichier test, ça devait marcher parce que la version la plus publique ici, c'est 0. Maintenant, si après tout ça, ça ne marche pas, vous pouvez importer manuellement le code. Ici, vous avez le code de la collection de procédures même. C'est-à-dire, vous avez, moi je l'ai déjà importé dans le projet, donc vous avez tout ceci. Voilà, vous pouvez l'importer ici dans les déclarations globales. Puis vous avez la fonction créer token qui commence ici. C'est pareil dans VS Code, ça commence à partir de là. Donc en gros, vous prenez à partir de code -1, c'est-à-dire résumé, et vous copiez jusqu'au prochain tiret, c'est-à-dire jusqu'ici, envoyer token. Pareil pour la fonction verify token, vous la prenez, vous la copiez. Donc si vous avez des problèmes d'import dans WebDev, WinDev, bref, selon ce que vous utilisez pour créer votre web service, vous utilisez ça et vous devrez pouvoir importer vous-même simplement. Bon, voilà, on a fait le tour de JWT et de la librairie JWT. Donc en gros, cette librairie vous aide à créer des tokens JWT puis à les vérifier afin que vous n'ayez pas à vous taper le sale boulot vous-même. Tout est déjà écrit là, nous avons déjà tout écrit, vous n'avez qu'à utiliser les fonctions directement. Et nous avons même des exemples de comment utiliser ces différentes fonctions. Donc, dans le nouveau, vous aurez le code source du projet. Mais si vous voulez nous suivre pas à pas, ce que vous devez commencer par faire, c'est aller dans l'analyse. Nous avons créé une table users parce que toute la partie de l'application doit être publique. Par exemple, on ne veut pas qu'un utilisateur qui vienne commander un produit, une boisson, n'importe quoi, puisse par exemple ajouter de nouveaux produits, parce que vraiment dangereux, ce qu'on ne veut pas. Seuls les utilisateurs étant authentifiés, les administrateurs devraient pouvoir le faire. Donc nous avons créé à cet effet une nouvelle table users. Vous avez la table name, email, password et type. Les colonnes, pardon, et non les tables.
Voilà, les attributs sont assez simples. Ces trois attributs, c'est toujours les mêmes. Texte et tout. De toute façon, vous pourrez voir dans le code du projet. Puis vous générez, vous mettez à jour la structure des fichiers. Puis vous venez dans votre code de projet. Nous avons créé les nouvelles constantes. Ah, vous avez le cours de changer tout ça. Ça, c'est le. Étant donné qu'on a un système d'authentification maintenant, si vous n'avez pas un utilisateur par défaut, vous serez bloqué. C'est-à-dire que vous allez construire une application, mais personne ne pourra se connecter à l'application pour même ajouter un nouvel utilisateur. Donc, il faut créer un point d'entrée dans votre système d'authentification, un point d'entrée dans votre application. Ce point d'entrée, c'est l'utilisateur par défaut. Donc, ici, le nom de l'utilisateur par défaut, moi j'ai mis follow, l'email follow@gamesmania.io et le mot de passe JWT. Vous pouvez changer tout ça. Là, ce sont les différents types d'utilisateurs. Ici, c'est tout ce qui concerne le token JWT. Ah, voilà. J'ai oublié un petit détail sur les tokens JWT. Je parlais tout à l'heure de claims. Les claims, c'est quoi? Les claims, c'est au niveau de la payload. Les claims, c'est des attributs qui vous permettent de vérifier, d'attribuer un contenu à votre token JWT par exemple, et de vérifier la source du token JWT. Euh, Par défaut, on vérifie la date d'expiration et la date à laquelle le token a été issu. Par défaut, vous avez les claims ISS qui veut dire issuer, c'est-à-dire celui qui a émis le token, INSP, expiration time, la date d'expiration, subject, quel est le contexte dans lequel ce token de façon spécifique est censé être utilisé. La plupart du temps, mais l'email de l'utilisateur par exemple. L'audience, c'est à quelle audience c'est destiné. La plupart du temps, c'est le nom du projet, par exemple, que vous mettez pour que vous puissiez vérifier si vraiment ce token appartient à ce projet ou pas, ou récupérer le nom du projet à partir du token. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les plus importants. Donc, je vais revenir ici. Donc, ça, c'est l'audience par défaut. On a mis Restore. Issuer, on a mis Gamesmania et la clé, we are testing. À vous de mettre ce que vous voulez. Ça, c'est la clé de hachage. C'est cette clé qu'on utilisera, si vous vous rappelez bien ici, pour hacher notre token JWT. Ici, c'est précisé 256 bits, mais vous n'avez pas forcément besoin de mettre quelque chose en 256 bits. WinDev se charge, les fonctions WinDev se chargent de faire ce travail pour vous. Maintenant ici, on crée le user par défaut. La fonction assez simple, elle se trouve dans la collection utils. On vérifie d'abord qu'il existe. S'il existe, on renvoie juste vrai, donc on ne le crée plus. Sinon, on le crée. On utilise les informations par défaut qu'on avait renseignées au début, puis on ajoute l'utilisateur. Ça, c'est la première étape. Ensuite, après avoir créé votre table user, vous allez repartir dans le fichier REST, puis vous allez faire exactement ce qu'on a fait la dernière fois avec les produits, c'est-à-dire que vous allez générer des points d'entrée pour accéder au fichier user, à la table user. Exactement comme on a fait pour la table produit dans la vidéo passée. Donc vous aurez donc tout ça. Après product, vous aurez user, structure, vous aurez un certain nombre de fonctions ici. Vous allez faire ce qu'on a fait aussi au niveau des produits, c'est-à-dire au niveau des fonctions lecture, modification et tout. Vous allez remplacer le UUID ici par une chaîne. Après avoir fait tout cela, vous allez maintenant revenir dans notre fonction, dans notre collection de procédures. Non, je m'excuse. On va maintenant créer notre point d'entrée de connexion. Donc, pour créer notre point d'entrée de connexion, vous allez créer une fonction connexion. Ici, ne faites pas attention à ceci. Vous allez créer un point d'entrée connexion ici. Et qu'est-ce que ce point d'entrée va faire? Il va récupérer les identifiants de l'utilisateur, c'est-à-dire email et mot de passe notamment. Il va vérifier que l'utilisateur existe par son email. Si oui,
il va vérifier le mot de passe. Vous vous rappelez ici, je vous avais dit que c'est la clé à charge de l'utilisateur. C'est à ça qu'elle sert ici. Afin de ne pas garder le mot de passe de l'utilisateur en brut dans la base de données pour que si quelqu'un accède à la base de données, il voit le mot de passe de l'utilisateur en dur, on va hacher cela. Vous pouvez ajouter une clé de salage, mais vraiment, bon, ça devrait aller. On va hacher simplement le mot de passe ici avec cette clé. Puis on va... non, je m'excuse. Ici, on ne hache pas, on vérifie plutôt. Donc, on passe le mot de passe en paramètre. L'algorithme, on a utilisé du 256. Puis, la clé pour hacher. Et on va décoder. Le mot de passe qui est stocké en base de données est encodé en base 64 URL. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on va en fait décoder cela. Vous pouvez constater cela au niveau de la création de l'utilisateur par défaut. On utilise la fonction create user password qui se charge de prendre le mot de passe qu'on a passé, de le hacher, voilà, avec le protocole, la clé, puis d'encoder le tout en base 64 URL. Donc, je reviens sur la fonction de connexion. Ensuite, on se charge de raser le mot de passe parce qu'on n'aimerait pas retourner, même si le mot de passe est haché, bon, il ne sert à rien, donc on le vide simplement. Puis ici, on se met à créer le token. Voilà la partie la plus importante. On déclare cette structure qui est une structure de notre token JWT. Elle contient tout ce dont on a besoin. Voilà. On était ici. Je vais agrandir légèrement. Puis, ici, on définit l'audience, qui est notre audience par défaut, la durée. Dans notre cas ici, pour la durée, nous avons choisi de mettre 5 minutes. Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que chaque token qui seront créés dans notre web service vont expirer 5 minutes après leur création. C'est-à-dire que même si quelqu'un tombe sur ce token et que ce token a déjà plus de 5 minutes, il ne pourra plus utiliser ce token pour effectuer toutes les opérations malicieuses qu'il veut pendant 5 minutes. Ça, c'est un point très important. Donc, à vous de définir la durée. Vous pouvez mettre 5 minutes, 1 heure et tout. À vous de jauger vraiment la sécurité de votre application. Parce que si vous mettez une durée trop courte, certains vont se dire, bon, on peut mettre 30 secondes. Le problème, c'est que vous devez rafraîchir le token chaque fois avant les 30 secondes. Et donc, vous allez faire plusieurs appels. Pour un utilisateur, ça veut dire que chaque 30 secondes ou chaque 29 secondes, vous allez faire un appel vers votre web service. Donc, si votre serveur n'est pas assez performant, ça peut vraiment être mauvais en termes de ressources. Et 5 minutes, c'est déjà largement suffisant. Donc, vous pouvez changer la durée ici, mettre minutes, heures, secondes, à vous de voir. L'issuer, c'est celui qui a créé, c'est celui par défaut. Dans notre cas ici, on a mis... désolé. Ici, ça ne devrait pas être le user par défaut. C'est parce que dans mon cas, j'avais un seul utilisateur. Mais c'est l'email de l'utilisateur qui s'est connecté en fait. Voilà. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, on va dire que le sujet, c'est l'email de l'utilisateur qui s'est connecté. Puis, on va créer le token. Ici, vous pouvez simplement copier-coller. Vous n'avez vraiment pas à vous embêter avec. Ici, vous avez le choix de 3 protocoles. Vous avez JWT, SHA 256, 324 et 512. Moi, je fais avec le 256. Puis ici, s'il y a une erreur, ça va vous renvoyer l'erreur. Sinon, si tout est bon, le token sera écrit dans l'entête HTTP token. Puis on va renvoyer maintenant les données de l'utilisateur qui s'est connecté. Ça, c'est en ce qui concerne la connexion. Quand vous aurez fait ça, dans votre service, dans votre web service REST, vous allez créer un nouveau point d'entrée de cette façon, c'est-à-dire connexion qui sera rattaché à la fonction connexion qui va prendre du JSON et va retourner du JSON.
Maintenant, vous vous rappelez de notre fonction API Auth qu'on avait mis un peu partout ici. Je précise que la connexion sera le seul point d'entrée ou serait l'un des, à part les points d'entrée publics, en tout cas pour l'instant c'est le seul point d'entrée qui n'a pas besoin d'une authentification préalable parce que ça ne sert à rien. On est en train d'essayer de s'authentifier. Mais les autres points d'entrée, tels que la lecture d'un utilisateur par exemple ou la lecture d'un produit, en tout cas pour l'instant, dans les points à suivre, on peut désactiver ça. La lecture, la création, tout ce qui concerne les utilisateurs vont nécessiter une authentification. Donc, dans notre fonction d'authentification, on a désormais ça. Je vais expliquer rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère le token à partir de l'entête token. C'est très important parce que ça veut dire que vous deviez utiliser l'entête token pour spécifier votre token. Puis notre fonction verify token de la collection JWT se charge de tout faire pour vous. Vous avez juste à préciser la clé d'authentification JWT, qui est la même clé qui a été utilisée au niveau de la connexion pour créer le token JWT. Si vous mettez des clés différentes, vous aurez des échecs, vous allez peut-être des heures dessus et vous n'allez pas comprendre d'où vient le problème. C'est vraiment très important. Au niveau de notre fonction API Auth, on utilise la même clé. Qu'est-ce que notre fonction verify token se charge de faire? Elle vérifie d'abord que le token est juste. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails en hachant le tout. Puis elle vérifie surtout que la date à laquelle le token a été émis est supérieure à la date actuelle. C'est-à-dire que par exemple, s'il est 11 h maintenant, et que si la date à laquelle le token a été émis d'une façon ou d'une autre, c'est midi, même si ça ne sera pas le cas avec notre collection de procédures, ça va échouer, ça va dire que le token n'a pas encore été émis. Maintenant, si la date d'expiration est déjà arrivée ou inférieure à la date actuelle, ça va renvoyer une erreur en disant effectivement le token existe, mais il a déjà expiré. Donc voilà un peu pour ça. Maintenant, ici, nous ne sommes pas allés si loin, mais vous pouvez aller encore un peu plus loin en essayant de récupérer par exemple l'utilisateur qui s'est connecté. On va voir dans la suite comment effectuer un peu tout ça, mais c'est très simple. La fonction verify token vous renvoie les clés. Donc pour récupérer l'utilisateur qui s'est connecté par exemple et qui essaie d'effectuer la transaction, il suffira de faire jstclaims.subject et vous avez l'utilisateur qui s'est connecté pour effectuer la transaction et tout. Et vous pouvez faire de ça ce que vous faites. Donc voilà un peu. Maintenant notre dernier point d'entrée, c'est le point d'entrée générer token. Puisque notre token expire en 5 minutes, il faut fournir un autre token maintenant qui sera capable de générer de nouveaux tokens. Ce point d'entrée, lui, il requiert une authentification naturellement, c'est-à-dire que pour pouvoir générer un token, vous devez déjà avoir un ancien token qui est toujours valide et qui n'a pas encore expiré. Donc on s'assure que l'authentification est effective, puis quand elle est effective maintenant, on récupère vous vous rappelez, cette fonction elle va charger les claims dans cette variable. Donc on récupère les claims, puis on redéfinit la date, la durée. Vous pouvez changer la durée ici à vous de voir. Puis on refait la même chose en fait. On recrée le token, on écrit le token sur l'entête HTTP. Maintenant on vérifie juste rapidement que l'utilisateur, le sujet, voilà un peu comment utiliser les claims ici. On vérifie que le sujet existe bien. Si le sujet, parce que entre temps, peut-être que l'utilisateur a pu se connecter, mais 1 minute, 2 minutes après, son administrateur l'a supprimé. Donc si on l'a supprimé, il ne faudrait pas qu'il continue par rafraîchir les tokens. Ça serait une grosse faille de sécurité. Donc on vérifie qu'il existe. Si on ne le trouve pas, allons on dit identifier incorrect simplement et il devrait être automatiquement déconnecté de l'application. Si
Si on le trouve, alors on rase le mot de passe, puis on renvoie les données de l'utilisateur. Maintenant, j'avais oublié un petit truc, donc je vais résoudre ça en même temps. Les produits, par exemple, c'est une application de restauration. Donc, pour récupérer la liste des produits, on ne devrait pas recueillir une authentification. Et pour récupérer un produit, on ne devrait pas aussi pour récupérer tous les produits, on ne devrait pas aussi inclure à une authentification. Mais tout le reste, modification, suppression, ajout, tout ça, authentification. Donc avec ce système, c'est vraiment souple. C'est vraiment à vous de définir les points d'entrée où vous voulez l'authentification ou pas. Mais ce qui est sûr, au niveau de la connexion de la classe utilisateur, vous n'avez pas d'authentification. Mais au niveau de la génération du token, vous avez une authentification. Sinon, c'est une grosse faille. Si vous oubliez l'authentification ici, vous allez permettre à tout le monde de générer des tokens sans s'authentifier. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Donc, sans plus tarder, pour finir cette partie, nous allons passer au test. Donc, on va faire un go ici. Voilà. Donc, vous devez avoir tous vos points d'entrée produits, plus les points d'entrée user, plus les deux derniers connexions et tokens. Je rappelle que token, la route, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. Voilà un peu. Donc, on va commencer par se connecter. Je vais faire un test d'abord avec la génération du token. Là, j'essaie de générer. Ça va me renvoyer une erreur parce que ça me dit authentification échouée. Maintenant, on a la connexion ici. Au niveau de la connexion, vous devez passer son JSON. Donc, moi, je vais m'inspirer rapidement de ce format JSON pour aller plus vite. Maintenant, je vais essayer de simuler une mauvaise connexion. Le mot de passe était JWT, mais je vais mettre par exemple JWT9. Je fais envoyer. Voilà, vous avez identifié incorrect avec notre erreur 404. Maintenant, je vais remettre la bonne valeur. Vous avez 200 OK, vous avez les informations de l'utilisateur qui sont renvoyées. On pourra stocker notamment dans l'application mobile pour savoir si c'est un utilisateur admin ou un utilisateur fin par exemple. Et le plus important, vous avez en en-tête notre fameux token. Vous vous rappelez, ici on avait dit que on stockait le token, on écrivait le token sur l'entête. C'est exactement ce qui se passe. Voilà notre token qui a été écrit. Donc avec ça maintenant, nous allons essayer un autre point d'entrée. Nous allons essayer de récupérer tous les produits. Ça devrait marcher sans problème. C'est un point d'entrée public. Mais si on fait la même chose pour les utilisateurs, oups, on a authentification échouée. Donc notre système d'authentification marche. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous authentifier. Donc, nous allons aller dans l'entête. Nous allons préciser l'entête token et passer en paramètre notre token qu'on a récupéré et puis notre point d'entrée de connexion. Puis, nous allons faire envoyer. Et vous voyez, maintenant, ça marche. Voilà un peu. Pareil pour la génération du token. Nous allons passer aussi token ici. Et nous allons... mettre notre token. Comme vous pouvez le voir, ça renvoie l'utilisateur, les données de l'utilisateur et ça nous renvoie un nouveau token ici. Vous allez vous demander pourquoi on renvoie les données de l'utilisateur. C'est très important parce que qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur est connecté dans votre application. Il est connecté en tant qu'admin avec l'endpoint de connexion. 5 minutes après, l'application rafraîchit un token. Mais il se fait que 2 minutes avant, on a changé son rôle en utilisateur simple. Vous allez rafraîchir le token
et l'application va toujours croire que c'est un admin et vous allez lui accorder les droits. Alors qu'avec ce système, euh, les droits de l'utilisateur peuvent être mis à jour en temps réel. Voilà, sans avoir même à vérifier dans la base de données. Là, vous pouvez donc générer autant de tokens que vous voulez. Vous pouvez en générer encore et encore. Vous voyez que ça change à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de vérifier notre token. Nous allons essayer de voir si notre librairie marche vraiment et si ça suit les standards ou non. Nous allons venir sur JWT. Nous allons mettre notre token. Ça va vous mettre invalide signature, mais n'y prêtez pas attention. Vous voyez tout ce qu'on a mis là. Gamesmania, Restore, le sujet, la date d'expiration et tout. 13h27, ça a été généré à 13h22. C'est la date JMP qui est stocké. Donc, c'est pourquoi vous avez 13h22. Parce que chez moi, il est actuellement 14h. Je suis sur JMP plus 1. Mais pour résoudre ce problème de signature invalide, il suffit juste de cliquer ici, simplement. Voilà. Et vous allez résoudre le problème. Donc voilà, les tokens JWT marchent parfaitement. Ça suit les standards. Vous pouvez donc utiliser, créer des tokens et d'autres langages de programmation tels que PHP, C#, JavaScript, Golang, tout ce que vous voulez. Pourront utiliser votre token pour vérifier aussi la signature. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible pour qu'on ne s'attarde pas trop sur cette partie. C'est vrai que c'est une partie vraiment importante qui, je pense, va révolutionner le développement des développeurs web de PCsoft et tout, surtout en ce qui concerne la sécurisation de leur web service. Donc, merci encore tout le monde pour votre temps. Je vous retrouve donc pour la troisième partie où on parlera beaucoup plus de la suite de notre web service, c'est-à-dire comment créer des commandes, comment créer des lignes de commandes et faire ce système de jointure et tout, comment retourner des commandes. Puis, après tout ça, nous pourrons déjà commencer par créer notre logiciel WinDev côté admin qui va nous permettre de gérer le côté administration, back-office et notre application. Merci encore. Bonne fin de journée à tout le monde.